Donc on revient sur la notion de biochar. On a une question qui nous a été posée par rapport à l'énergie que ça demandait de produire du biochar. Ce qui est une question qu'on s'est posée nous aussi. Et du coup, tu as des éléments de réponse, Flo? Oui, alors pour produire du biochar, en fait, il y a des techniques artisanales qui consistent à soit faire un trou dans la terre, soit construire un four avec des vieux barils de 200 litres d'huile. Et puis on fait son biochar. Bon, on n'a pas un énorme rendement, mais on peut le faire nous-mêmes. Voilà. Et on n'utilise pas d'énergie vu que c'est du bois qu'on brûle et qui se transforme en charbon. L'idée pour faire du charbon, c'est qu'il faut qu'il y ait une combustion, mais pratiquement sans oxygène. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'au début, il faut faire brûler un peu le bois avec de la flamme, mais après, il faut très vite couper l'arrivée d'oxygène pour que justement ça charbonne. Parce que sinon, le bois, il brûle avec des flammes et ça fait descendre. Et on a très peu de charbon. Là, le biochar qu'on a acheté, il est fait industriellement. Donc, ils utilisent carrément ce qu'on appelle des fours à pyrolyse. Donc, ce sont des fours qui font brûler le bois, donc pratiquement sans oxygène. Donc il y a un petit peu d'énergie au départ à l'allumage du four, mais la première fois qu'on l'allume, pour lancer la combustion. Après, en fait, comme c'est un four qui fonctionne en circuit fermé, ce sont les vapeurs, la fumée en fait, mais qui est encore riche en matière inflammable, qui est récupérée pour continuer et qui est brûlée pour continuer à alimenter le four en chaleur. Donc en fait, c'est un procédé, la pyrolyse industrielle, qui ne consomme pratiquement pas d'énergie, vu qu'il y en a juste un petit peu à l'allumage. Et je pense qu'à chaque fournée, ils en utilisent un petit peu pour allumer le four. Mais après, une fois que le four est en fonctionnement, il tourne en circuit fermé. Voilà. Donc le biochar, ça se présente sous la forme d'une poudre très très fine. Donc c'est du charbon qui est pulvérisé. Alors en plus, on peut le faire en effet à partir de bois. Alors, en général, bien sûr, on n'utilise pas du super bois de chauffage pour faire du biochar. Hein. C'est plutôt avec les têtes ou avec les branches, enfin ce qu'on n'utilise pas trop. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que le fait de fabriquer du charbon de bois, ça utilise du bois est-ce qu'on va couper des forêts pour faire du charbon de bois? Non, ça ne serait pas rentable économiquement. Donc en fait, on utilise plutôt les restes, les rebuts, disons. Alors maintenant, les rebuts sont pas mal utilisés aussi pour faire du bois plaquette, pour chauffer les chaufferies collectives, notamment en ville, ou les piscines, les choses comme ça. Bon, voilà. Mais quand on utilise le bois plaquette pour chauffer des chaufferies collectives, en fait, le bois il est utilisé, le CO2 il est relâché dans l'atmosphère. Quand on fait du biochar, pratiquement tout le carbone du bois se retrouve dans ce charbon. On peut aussi faire du biochar avec pratiquement tous les rebuts, tous les restes agricoles. C'est-à-dire qu'on peut le faire avec de la paille, on peut le faire avec des drèches de brasserie, on peut le faire donc avec ce qui reste une fois qu'on a brassé la bière, on peut le faire avec des petits branchages, etc., même des herbes sèches, tout ce qui peut se brûler peut potentiellement faire du biochar. Voilà. Donc en Afrique, par exemple, ils utilisent beaucoup un peu tout ce qu'ils trouvent au bord des chemins. Ils coupent des herbes sèches, ils ramassent des brindilles, des choses comme ça, et ils font du biochar avec. Le biochar, ça va permettre de stocker du carbone dans le sol pendant plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. La terra preta qu'ils ont faite en Amazonie, ça date des tribus précolombiennes, donc c'était avant Christophe Colomb, qui a découvert l'Amérique en 1492. Hein. Donc ça fait un peu moins de 1000 ans qu'il a découvert l'Amérique. Il y a encore de la terra preta qui est fonctionnelle et qui est fertile, alors qu'elle n'a pas été entretenue depuis pratiquement 1000 ans. Donc en fait, même si ça use un tout petit peu d'énergie de fabriquer du biochar, en fait le bénéfice pour le sol, pour la fertilité du sol, il est énorme. C'est vraiment incroyable de pouvoir stocker de la fertilité dans son sol pendant aussi longtemps. Même l'humus ne fait pas aussi bien. Le biochar, ça permet de stocker encore plus d'eau que l'humus, c'est-à-dire que ça stocke 3 à 5 fois son volume en eau, son poids en eau, pardon. Donc ça veut dire qu'une tonne de biochar stocke 3 à 5 mètres cubes d'eau directement dans votre sol, sans acheter de cuve en plastique, sans avoir de pompe, sans avoir de tuyaux, etc. C'est juste l'eau de la pluie qui est stockée dans votre sol. Le biochar, ça permet aussi de stocker du carbone. Et oui, on en parle beaucoup en ce moment. On nous dit, ah oui, il faut soit réduire nos émissions de carbone, de CO2,
soit il faut le stocker. Alors il y a des grands projets industriels où ils veulent compresser du carbone de l'atmosphère pour le mettre sous terre et tout ça. Il y a des milliards d'euros de subventions pour ça. Pour l'instant, ça ne marche pas. Dans les pays nordiques, ça fait 20 ou 30 ans qu'ils essayent, ça ne fonctionne pas. Il y a toujours des fuites. Ils essayent ça de mettre ça dans des anciennes mines ou dans des anciens gisements de gaz et de stocker le carbone dedans. Ça ne fonctionne pas. Il y a toujours des fuites. Donc au lieu d'investir des milliards d'euros dans des projets qui n'aboutiront pas et qui de toute façon, tout le monde le sait, même les industriels ne peuvent pas prendre tout le CO2 qu'on a rejeté dans l'atmosphère pour le stocker dans ces anciens gisements gaziers ou miniers. Le biochar, lui, une tonne de biochar, ça stocke l'équivalent de 3 à 5 tonnes de CO2 pour plusieurs centaines ou milliers d'années. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer comment ça stocke? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre en fait. En fait, c'est le charbon, c'est du carbone. Oui. Donc en fait, le CO2, le gaz, le fameux gaz, le CO2, petit rappel de chimie, c'est un atome, le C, c'est du carbone, c'est un atome de carbone qui est attaché avec 2 atomes d'oxygène, O2, voilà, avec ce qu'on appelle du dioxygène. Parce qu'en fait, dans l'atmosphère, c'est pas de l'oxygène qu'il y a, c'est du dioxygène. C'est 2 molécules d'oxygène qui sont 2 atomes d'oxygène, pardon, qui sont assemblés ensemble pour faire une molécule qu'on appelle le dioxygène. Et quand on assemble cette molécule de dioxygène avec un atome de carbone, ça fait du CO2, le fameux gaz dont tout le monde parle. Donc, comme le charbon, c'est pratiquement que du carbone, donc du C, en fait, une fois qu'on l'a stocké dans notre sol et qu'il y reste pendant des milliers d'années, on a stocké du C, on a stocké du carbone directement dans notre sol. Il ne peut plus s'en échapper. En fait, quand on dit qu'aujourd'hui on rejette beaucoup de CO2, en fait, on rejette du carbone qui provient à la base de plantes. C'est-à-dire que le pétrole, le gaz, je ne sais pas trop, mais le charbon et le pétrole, en tout cas, ils se sont formés à une époque, il y a quelques millions d'années, qu'on a appelé justement le Carbonifère. C'était une époque où l'atmosphère de la Terre était très 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 humide et très chaude. Il y avait beaucoup de marécages partout. Et donc quand ce qu'on peut appeler les arbres de l'époque, mais disons la végétation mourait et tombait dans ces marécages, en fait, elle ne se décomposait pas entièrement, vu qu'il y avait l'eau qui stoppait la fin de la décomposition. Et avec des processus géologiques, en fait, ça a été compressé et enfoui sous le sol. Et c'est cette compression qui a donné l'état liquide du pétrole ou l'état solide du charbon. Voilà. Donc en fait, le carbone qu'on rejette aujourd'hui dans l'atmosphère, c'est issu soit du charbon, soit du pétrole, mais c'est du carbone qui était stocké sous terre. Donc le fait de restocker du carbone dans notre sol avec du biochar, en fait, ça enlève du carbone de l'atmosphère qui ne sera pas remis dedans avant plusieurs milliers d'années. On peut aussi stocker du carbone dans son sol, justement avec des paillages, avec du BRF, avec de la paille, avec du foin. Donc tout ce qui est ligneux, en fait, ce qui fait qu'une plante devient ligneuse, au début, un brin d'herbe, quand c'est encore vert, c'est pas ligneux. Donc ça contient très très peu de carbone. Ça contient plutôt de l'azote et d'autres éléments. Par contre, dès que la plante elle monte et qu'elle fait une tige et qu'elle devient ligneuse, donc comme la paille de blé par exemple, ou comme un arbre, c'est pour ça qu'un arbre contient beaucoup de carbone, parce que toute sa partie dure, tout son bois, en fait c'est pratiquement du carbone pur. Alors c'est soit sous forme de cellulose, de lignine, etc. Il y a plusieurs types de molécules, mais en tout cas, l'élément de base, c'est le carbone, que les plantes prennent de l'atmosphère en faisant la photosynthèse. Nous, quand on respire, on consomme de l'atmosphère et on rejette du carbone. Les plantes, elles, quand elles font la photosynthèse, elles prennent du CO2 et elles rejettent de l'oxygène. Elles font l'inverse de nous. Donc, ce CO2, elles enlèvent l'atome de carbone du dioxyde de carbone. Elles rejettent du dioxygène, donc elles rejettent l'O2. Elles gardent le C et le carbone pour construire leur structure ligneuse et qui va leur permettre de monter dans l'espace. Donc, quand on paille, quand on mulch avec de la paille, avec du foin, avec du BRF ou quand on met du biochar, on stocke du carbone directement dans le sol. Quand on met du biochar, c'est du carbone qui ne va pas pouvoir être dégradé très vite parce qu'il est dans un état pratiquement fossile. Donc en fait, les plantes, elles ne vont pas pouvoir l'utiliser
pour se développer. Par contre, lui, il va stocker de l'eau, il va faire beaucoup d'abris pour les micro-organismes, pour les champignons notamment, et notamment les champignons mycorhiziens, pour les bactéries, pour les virus, etc. Enfin, toute la myriade d'organismes vivants qu'il y a dans le sol. Donc, ça va vraiment permettre d'augmenter la résilience de son sol. C'est-à-dire que quand il y aura une sécheresse, quand il y aura une inondation, etc., les animaux et les champignons et les bactéries, tout ça, c'est pas vraiment des animaux, les organismes vivants, disons, vont pouvoir se réfugier à l'état microscopique dans ce biochar. Il va stocker de l'eau, il va stocker du carbone à long terme, donc en fait, il va vraiment améliorer la vie et la résistance du sol. La paille, le foin, le BRF, eux, ils vont être dégradés par la vie du sol, et donc en fait, ils vont créer, la vie du sol va créer à partir de cette matière ce qu'on appelle de l'humus. L'humus, c'est ce qui donne la couleur noire à sa terre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'humus, sur la planète, il n'y aurait que de la poussière, il n'y aurait que du minéral. La terre sur laquelle on marche, ce qu'on appelle la terre végétale, c'est du minéral qui a été pris sur la roche-mère, disons sur la croûte terrestre, couplé à des molécules organiques, c'est-à-dire qui viennent de la vie, c'est-à-dire couplé principalement à du carbone qui a été pris dans l'atmosphère par les plantes et par les arbres. Donc le fait de mulcher avec de la paille, ça va permettre de, une fois que la ville l'aura décomposé et aura créé de l'humus avec, ça va permettre de stocker du carbone aussi dans le sol, d'améliorer la fertilité. Par contre, cet humus, alors il y a de l'humus qui est stable et qui peut rester dans le sol plusieurs dizaines ou centaines d'années, okay, mais il y en a une partie qui est immédiatement disponible pour les plantes. Et donc les plantes vont s'en nourrir. Donc en fait, quand on stocke de l'humus dans son sol, c'est très bien, on séquestre du carbone dans son sol, on améliore son taux de matière organique, on améliore bien sûr la rétention en eau de son sol, mais par contre c'est beaucoup moins stable dans le temps, si l'objectif c'est de stocker du carbone, que le biochar. Voilà. Donc le mieux, c'est d'allier les deux. C'est-à-dire que nous là, on a mis, donc là c'est une planche de pépinière, on a mis un peu de fumier de vache cette année pour apporter des éléments nutritifs que le biochar va pouvoir stocker. On a saupoudré de biochar par-dessus et on a paillé après pour continuer à créer de l'humus. Ça fait 5 ans que ces planches-là, tous les ans, elles sont paillées avec une vingtaine de centimètres d'épaisseur de paille. Et là maintenant, en fait, on n'avait pas créé de butte permanente, mais maintenant on commence, même quand c'est pas paillé, à être en dévers, parce qu'en fait, on a aidé à créer du sol, ce qu'on appelle la pédogénèse. On le voit ici, là il y a des petits bouts de fumier et on a saupoudré de biochar dessus et après on vient pailler par-dessus. Et là on avait même mis aussi du broyat de bois, donc des écorces, des éclats de fendage. Donc là ici il y a du broyat de bois, du fumier de vaches bio bien sûr et de vaches qui vont à l'herbe, du biochar et de la paille par-dessus. Quand on nourrit notre sol, c'est notre sol qui va nourrir les plantes. Nous ici dans la pépinière, c'est la première fois qu'on utilise du fumier. C'est parce qu'on a mis du biochar qu'on met aussi un peu de fumier pour pouvoir nourrir le biochar et permettre au biochar de stocker de la fertilité à long terme. Mais sinon, ça fait 5 ans qu'on n'utilise que de la matière organique, principalement de la paille, pour créer de l'humus qui va être disponible pour nos arbres, pour nos plantes, pour nos rosiers, pour pouvoir faire pousser nos plantes. L'humus a un rôle aussi très très important. Je disais le biochar, ça stocke 3 à 5 fois son poids en eau, donc c'est assez énorme. C'est plus que l'humus, mais l'humus stocke aussi beaucoup d'eau. C'est-à-dire que 1% d'humus, donc ce qu'on appelle la matière organique dans les analyses de sol, 1% d'humus sur les 15 premiers centimètres du sol, c'est pas grand chose, hein, 15 cm, on peut aller beaucoup plus profond. Ça stocke environ 250 mètres cubes d'eau à l'hectare. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Ça représente 250 grosses cuves carrées là, que tout le monde met pour la récupération d'eau de pluie. En France, dans les années 50-60, donc à l'après-guerre, au tout début de l'agriculture industrielle, les paysans, ça faisait des millénaires qui nourrissaient leur sol, la plupart. Et donc on était à un taux moyen en France de entre 4 et 6% de matière organique. C'est-à-dire qu'on stockait à peu près, juste avec
cette matière organique. Après, les argiles et tout ça, les éléments minéraux du sol, on stocke un petit peu aussi. Mais juste avec cet humus, ces 5-6%, ces 4 à 6% de matière organique, on stockait à peu près 1000 mètres cubes à l'hectare. 1 million de litres. Aujourd'hui, les taux officiels de matière organique en France, c'est entre 1 et 2%. Plutôt 1, 1,5. C'est-à-dire qu'on a perdu plus de 800 mètres cubes par hectare de stockage d'eau, juste en faisant baisser le taux de matière organique dans nos sols. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui, on se dit, ah oui, on va créer des plantes OGM qui vont soi-disant mieux résister à la sécheresse, etc. On n'a pas besoin de plantes OGM, on n'a pas besoin de faire des énormes ouvrages d'irrigation. Il y a pas mal de choses qui sont controversées en ce moment, notamment sur les bassines par exemple. Depuis les années 70, ils font des bassines en Espagne. Bon, la plupart des études montrent que l'Espagne est en voie de saharisation, c'est leur mot, c'est ça qu'ils utilisent les Espagnols. C'est en train de devenir un désert, pas que à cause du réchauffement climatique, mais à cause de cette perte de matière organique dans les sols, de cette perte de stockage d'eau, et les bassines ne changent rien, voire même assèchent les bassins versants où l'eau est pompée pour mettre dans les bassines. Donc, stocker ces centaines, voire ces milliers de mètres cubes dans les sols agricoles, ça permettrait de faire face aux sécheresses et ça permettrait aussi surtout d'éviter les inondations. Un sol qui est riche en matière organique, qui a plus de 5-6% de matière organique, il peut absorber plusieurs dizaines, voire centaines, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois qu'autour de 5 ou 6% d'humus, un sol il peut absorber 200 mm d'eau à l'heure, c'est-à-dire 200 litres au mètre carré en une heure. Je ne sais pas si vous imaginez, un mètre carré, c'est tout petit. C'est comme si vous versiez 200, non pas 200, mais 20 seaux comme ça. Il les absorbe en une heure. Un sol qui a 1 ou 2% de matière organique, on descend à 10-20 mm d'absorption à l'heure. Voilà. Donc les inondations, elles sont aussi créées par cette perte de matière organique, c'est principalement de la matière carbonée dans les sols, par aussi bien sûr la perte du bocage, par la rectification des cours d'eau. Ok, il y a pas mal de facteurs, mais un des facteurs principaux, c'est quand même cette perte de matière organique dans les sols. Il y a quelques années, à une des COP qui a été organisée là au niveau mondial, l'INRA français, donc c'est pas des farfelus, écolos, etc. Comme nous quoi. Ça, comme nous, voilà. Nous on se considère pas du tout comme écolos. Hein, non, mais sur Instagram, on est des farfelus écolos. Ouais. Donc l'INRA, l'Institut de recherche agronomique française, enfin c'est l'INRAE maintenant, ils ont proposé une étude. Donc la France a proposé ça à la COP. Ils ont calculé qu'en partant des stocks actuels de matière organique dans les sols, donc j'ai dit aujourd'hui on est plus entre 1 et 2%, il y a 50 ou 60 ans on était entre 4 et 6%. Donc on pourrait largement remonter à ces niveaux-là assez facilement, juste en mettant un peu de matière organique sur les sols. En stockant à partir des stocks actuels, si sur toutes les terres de France, on augmentait le stock de matière organique de 4 millièmes de pourcent, non, pas 4 millièmes de pourcent, de 4 pour 1000, ils ont appelé ça l'initiative du 4 pour 1000, donc de 4 millièmes, on absorberait toutes les émissions de CO2 de la France. Donc ça veut dire que si on stockait 0,004% de matière organique en plus dans les sols tous les ans, dans tous les sols agricoles de France, la France serait neutre en émissions de carbone. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui, avec 1,5 ou 2% d'humus dans les sols, si on remontait à 5 ou 6, en fait on pourrait même absorber la plupart des émissions qu'on a faites depuis le début de la révolution industrielle. Voilà. Donc nourrissez votre sol avec de la matière carbonée, du biochar. C'est pas hyper évident à trouver, mais en Bretagne il y a une entreprise qui s'appelle Élémentaire, qui sont très sérieux et qui font du biochar. Voilà, vous pouvez aussi l'acheter en sac de 20 kg. On n'est pas payé pour faire la pub, faut quand même le dire. Oui, on n'est pas du tout payé par Élémentaire, on est juste client. Donc voilà, vous pouvez, nous on l'a acheté en big bag parce qu'on avait une grosse surface à faire. Vous pouvez aussi l'acheter en sac de 20 kg pour un petit jardin. Et si vous nourrissez votre sol, au moins avec de la paille, au moins avec des feuilles mortes, que vous ramassez pas l'herbe quand vous tondez, que vous laissez les feuilles sous les arbres, que vous n'emmenez pas tout ça à la déchetterie, en fait vous nourrissez la vie du sol, vous créez de l'humus qui va stocker du carbone. Et donc vous faites du bien à votre sol, à vos plantes
à vous-même, parce que quand votre sol il est riche en humus, ben en été vous avez beaucoup moins à arroser, même les plantes qui sont plutôt sensibles à la sécheresse. Et en plus, vous faites du bien aussi aux générations futures, et vous faites du bien, ce qui est très 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 important pour nous, à tous les êtres qui sont non humains. Parce qu'aujourd'hui, on est souvent très anthropocentré sur l'humain. Il y a quand même toute une vie qui existe. Nous, on est une toute petite partie de l'histoire de la vie. On est, si l'histoire de la vie, si c'était sur 24 heures, je crois que depuis le début de l'agriculture, donc il y a 10 000 ans, nous, on serait quelques secondes. Voilà. Donc, il faut arrêter d'être tout le temps centré sur nous. La vie, elle est là depuis très 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 longtemps, beaucoup plus longtemps que les humains. Elle a toujours su s'adapter. Il y a eu des périodes de glaciation, d'énormes réchauffements, d'inondations, de sécheresse. Le visage des différents continents a vraiment changé au cours des derniers millions d'années. On peut s'adapter à ce qui se passe. On peut aussi faire en sorte d'améliorer la situation. Mais ça, c'est à chacun, à chaque individu, chaque agriculteur, chaque particulier qui a un jardin. C'est à chacun de faire des petits gestes pour pouvoir améliorer la situation. Et ces petits gestes, alors ça peut être ne pas prendre la voiture, ne pas prendre l'avion, etc. Ne pas émettre de CO2, bon, c'est déjà pas mal. Ne pas utiliser de pesticides et tout ça, ok. Après, de toute façon, même si on ne prend pas sa voiture, notre voisin, il va la prendre. Donc, nous, ce qu'on considère comme étant encore plus efficace, c'est de le stocker dans notre sol, ce CO2. Comme ça, on peut continuer à utiliser sa voiture, on peut continuer à prendre l'avion. Alors, ça a d'autres impacts que juste le CO2, mais en tout cas, si on considère juste cette histoire de CO2 avec laquelle on nous rabat les oreilles jour et nuit pratiquement, juste en le stockant dans le sol, il n'y a plus de problème de CO2. Voilà. Le CO2, c'est quelques parties par million dans notre atmosphère. Notre atmosphère est principalement composée d'azote, à presque 80%, environ 20% d'oxygène et un tout petit peu de CO2. Mais le CO2, c'est ce qui permet à toutes les plantes sur Terre de faire la photosynthèse. Donc il est essentiel. Voilà. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui il y en a un peu trop dans l'atmosphère. C'est pas, on ne peut pas avoir un impact juste avec des politiques publiques, juste en se limitant au niveau citoyen. On peut aussi avoir un impact en s'appuyant sur les cycles biologiques. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser des milliards pour vouloir stocker du carbone compressé sous terre, qui de toute façon va s'échapper avec des procédés technologiques qui vont encore utiliser des métaux, des espaces qui pourraient être cultivés, etc., on peut, juste en mettant de la matière carbonée sur le sol ou du biochar, on peut stocker ce carbone dans notre sol. Voilà. Et quand on s'appuie sur des systèmes biologiques, on va toujours vers de l'aggradation. C'est-à-dire que tout système technologique est toujours voué à l'entropie, c'est-à-dire que vous avez un tracteur, vous avez une pompe, vous avez n'importe quelle installation fabriquée par l'humain, elle va se dégrader au cours du temps. Votre voiture, il faut l'emmener chez le garagiste pour l'entretenir. Votre maison, il faut l'entretenir. Tout ce qui est humain, votre pompe pour votre forage, il faut l'entretenir. Tout ce que l'humain construit, tout ce qui est technologique est voué à l'entropie, c'est-à-dire se dégrade au fil du temps et il faut le réparer et l'entretenir pour que ça reste fonctionnel. Tout ce qui est lié au cycle biologique, c'est un phénomène d'aggradation. C'est-à-dire que vous mettez votre paille au sol, la vie du sol va décomposer cette paille et vous allez avoir plein d'effets bénéfiques. Vous allez booster la vie du sol, vous allez créer de l'humus, vous allez mieux résister aux sécheresses, vous allez mieux absorber l'eau lorsqu'il y a des grosses pluies, des grosses inondations, etc. Vous allez nourrir les plantes de votre jardin, vous allez enlever une partie du CO2 de l'atmosphère et le stocker dans votre sol. Vous allez retenir l'humidité aussi parce que votre terre n'est pas à nu. Donc la paille a aussi cet effet-là de maintenir, quand il y a des sécheresses, le sol plus humide en dessous. Donc il y a plein d'avantages juste pour une toute petite action. Mettre de la paille ou du BRF ou des feuilles mortes sur son sol. Donc vous pouvez en mettre au pied de vos rosiers, de vos arbres fruitiers, de vos haies champêtres. Vous pouvez en mettre dans votre potager, alors peut-être un petit peu moins épais, mais en tout cas, une fois que vos légumes ont bien levé et ont pris un peu de hauteur, vous pouvez pailler entre vos rangs de légumes. Vous pouvez en mettre partout. Et juste cette simple action-là, vous allez agir sur la biodiversité, sur le taux de CO2 dans l'atmosphère,
sur la vie du sol, sur la santé de vos plantes. Vous allez pouvoir zapper pas mal d'arrosage pendant l'été. Plus votre sol est équilibré et plus vos plantes seront aussi équilibrées, donc moins elles seront sensibles aux ravageurs. Voilà, quand on s'appuie sur des systèmes biologiques, il n'y a que des avantages et on va toujours vers une aggradation. Quand on s'appuie sur des systèmes technologiques, on va toujours vers de l'entropie. Aujourd'hui, la plupart des problèmes de notre société, de nos sociétés, ont été créés par la technologie et on dit que encore plus de technologie va les résoudre. Moi, franchement, j'en suis pas si sûr que ça. Par contre, la biologie, ça fait des milliards d'années qu'elle est sur Terre. Elle a tout résolu. Tout. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour en parler. Elle a tout créé. Elle a tout créé. Elle a résolu tous les problèmes. La vie crée, se recrée tout le temps. La vie, c'est magique. C'est pour ça que les animaux, les plantes, etc., tous les êtres vivants meurent et naissent. C'est parce qu'à chaque fois, dans ce grand cercle, dans ce grand cycle de la vie, tous les êtres vivants s'adaptent au fur et à mesure des générations. Et puis, il y a des fois, avec des mutations, des choses comme ça, il y a des nouveaux êtres vivants, des variants, des mutants qui sont créés et qui, si la mutation qu'ils ont est plus adaptée à l'environnement que ceux qui n'ont pas muté, ben c'est eux qui vont pouvoir mieux se reproduire et transmettre cette mutation à leur descendance. Et donc c'est comme ça que, en partie, il n'y a pas que ce phénomène-là, mais en partie, c'est comme ça que les espèces évoluent. Voilà. Donc la vie, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous permet de respirer. On a un taux d'oxygène dans l'air qui est absolument parfait. Il y aurait plus d'oxygène dans l'air, tout entrerait en combustion spontanée. C'est-à-dire que toute la végétation cramerait. Voilà. S'il y en avait moins, nous on ne pourrait pas respirer. Le taux de CO2 dans l'atmosphère, c'est quelques parties par million. Ça fait pousser toutes les plantes de la planète. Donc, appuyons-nous sur des systèmes biologiques. Appuyons-nous sur de la technologie si elle crée des choses qui sont le plus durables possible. Là, bien sûr, le biochar, il a été transporté par un camion. Il a été fabriqué dans un four moderne, à pyrolyse, qui n'utilise presque pas d'énergie. Ok, on se base sur un système technologique à la base. Mais ça crée un élément qui, lui, est pérenne dans le sol pendant plusieurs centaines ou milliers d'années. Donc là, oui, ça vaut le coup d'utiliser de la technologie. La paille qu'on utilise, c'est pas nous qui la... C'est une technologie qui pourrait être reproductible sur des fermes. C'est très, très simple. Si on prenait, je n'ai pas les chiffres exacts, mais si on prenait une partie des subventions qu'on alloue à la soi-disant lutte contre le réchauffement climatique et qu'on utilisait pour produire du biochar, du BRF, etc., et qu'on en mettait dans tous les champs agricoles en France, on parlerait plus du réchauffement climatique, enfin du CO2, en tout cas des émissions de CO2 pour la France. La paille, c'est pas nous qui la produisons, d'accord, c'est un paysan boulanger qui est dans notre village, juste à côté. Donc lui aussi, bah oui, il utilise un tracteur, oui, il utilise une moissonneuse batteuse, mais cette paille-là, alors déjà, lui, il fait bien sûr des céréales pour nourrir les gens, donc ça, c'est peut-être pas très très pérenne dans le temps, mais on est bien obligé d'y passer. Et par contre, la paille, nous, qu'on met sur le sol, elle se transforme en humus, et cet humus, il va nourrir nos plantes déjà une partie tout de suite, et il y en a une partie qui va rester stable dans le sol, et qui va rester là plusieurs dizaines d'années. Voilà. Et nous, on utilise cette paille donc pour pailler nos arbres fruitiers, nos fleurs, etc., mais pour pailler aussi donc, nos arbres de pépinière. Et donc, quand on vend un arbre, soit à un agriculteur, soit à un particulier, en fait, cet arbre-là, une fois planté, il va aussi stocker du carbone, il va aussi permettre à la biodiversité de s'installer sur lui. Un arbre, c'est tout un écosystème, tout un univers à lui tout seul. Il va permettre de créer une zone d'ombre. Avec ses feuilles, il va nourrir le sol. Et donc, le fait de faire pousser un petit arbre fruitier au début qui va faire, quand on va le vendre, 1 mètre ou 1,50 m, s'il est greffé sur un porte-greffe vigoureux, quelques années après, il va faire 8 mètres de haut, entre 5 et 6 mètres de large, et c'est un arbre qui va vivre plusieurs centaines d'années. Voilà. Donc c'est quelque chose de pérenne. Donc ce qu'on a utilisé comme technologie pour avoir du biochar, pour avoir de la paille, ça nous permet, nous, de cultiver des êtres vivants qui vont être pérennes et qui vont participer à l'amélioration, à l'aggradation de notre écosystème. Parce que si vous avez un jardin avec juste une pelouse sans rien dessus, en fait c'est un désert végétal. Si vous mettez quelques fruitiers, quelques arbustes, que
Vous laissez un petit peu, vous pouvez même semer une prairie fleurie au lieu de mettre juste du gazon. Là, ça y est, tout de suite, les insectes reviennent, les oiseaux vont aller nicher dans les arbres. Vous allez tout de suite réaccueillir de la biodiversité. Voilà, je crois que j'ai parlé assez longtemps.